Mais d'abord, donc, ce bras de fer pour la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée entre d'un côté le Rassemblement national, de l'autre la nouvelle Union politique, écologique et sociale, Sybille Delettre. Il aura fallu 3 tours pour désigner le président de la Commission des finances. C'est finalement l'insoumis Éric Coquerel qui a été désigné, avec 21 voix contre 11 pour son adversaire du Rassemblement national et 9 pour la candidate des Républicains. Je précise que je suis élu de toute la Commission des finances. Un poste très disputé car hautement stratégique. La Commission contrôle les budgets, mais peut aussi mener des enquêtes fiscales. Son président peut avoir accès aux dossiers de particuliers comme d'entreprises. L'idée, c'est pas de contrôler ou de faire je ne sais quelle chasse aux sorcières, personnelle ou individuelle. Par contre, si je peux me servir de lever des secrets fiscaux pour travailler avec la Commission sur les questions d'évasion fiscale, je ne m'en priverai pas. Une élection scrutée par les sénateurs. Les deux instances se retrouvent régulièrement pour travailler en commission mixte paritaire. Peut-être il sortira sans doute d'un formatage qu'on a pu connaître dans le passé. Là, je crois qu'il y aura un vrai débat tel qu'il doit se mener, qui doit permettre finalement à la Commission des finances de ne pas se contenter peut-être d'une vision trop proche du gouvernement. Le député de Seine-Saint-Denis siège déjà au sein de la Commission des finances depuis 5 ans. Pas suffisant pour rassurer sur ses capacités à mener les travaux. C'est des candidatures très politiques, très politiciennes, peut-être pas assez techniques pour en faire vraiment un bon travail de législateur. Il s'agit de faire la législation, il ne s'agit pas d'être en tribune pour faire valoir des idéologies. Premier grand chantier à venir, la loi sur le pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificative. Ils seront examinés par le Parlement à partir de la mi-juillet. Éric Coquerel à la présidence de la Commission des finances, mais aussi la composition du futur gouvernement et ce test pour la Première ministre Elisabeth Borne avec le discours de politique générale le 5 juillet prochain. On parlera aussi dans ce premier débat de Sens Public de l'avenir des LR et de la succession de Christian Jacob. Bref, c'est riche et donc je vous présente tout de suite mes invités. Christelle Craplet, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe de BVA Opinion. J'accueille également Pascal Perrineau. Bonsoir, politologue, professeur à Sciences Po Paris, Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Bonsoir, bienvenue Albert, et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Je commence avec vous Christelle Craplet. Que vous inspire cette élection? C'est une élection d'Éric Coquerel. Je disais en titre, c'était un peu provocateur, mais pas seulement. C'est vrai que le profil d'Éric Coquerel, à ce poste-là, ça peut surprendre. Oui, effectivement. Après, c'était un petit peu attendu, oui. Au regard de la composition de l'Assemblée. On va voir ce que ça va donner, quelle attitude il va avoir. Est-ce qu'il va être plutôt dans la provocation, justement, ou est-ce qu'il va rentrer un peu dans le jeu des institutions? Et puis surtout, on va voir un peu comment les Français réagissent à tout ça. Pour l'instant, ils observent ça un peu de loin. Ils considèrent le jeu institutionnel, ça leur échappe en grande partie. Je pense que même l'élection d'Éric Coquerel leur échappe en grande partie. Mais quand même, nous, on a fait une enquête il n'y a pas très longtemps. Nous disait que c'était quand même plutôt une bonne chose, cette assemblée un peu inédite, cette volonté un peu de discuter, d'avoir des forces d'opposition qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir en force comme ça représentées. Donc c'est un champ qui s'ouvre assez intéressant. Albert Zenou, si on dresse un peu le portrait d'Éric Coquerel, qu'est-ce qu'on peut en dire au-delà des trois éléments que je citais dans mes titres? Si on regarde les anciens présidents de la Commission des finances, il est totalement atypique. Il ne vient pas du sérail, il n'a pas fait de grandes études, il n'a pas une expertise dans les comptes publics, ni en finance. Il a eu son bac à 25 ans en candidat libre. Ça ne préjuge rien de ses qualités intellectuelles et morales. Mais en tous les cas, on peut se dire qu'il est un peu moins armé que quelqu'un qui a été ministre du budget auparavant dans sa carrière. Un peu même beaucoup. Oui. Mais je pense que après son passé de trotskiste, enfin son passé ou son présent, on ne sait pas toujours s'il est encore trotskiste ou pas. Enfin, en tous les cas, il vient de l'extrême gauche et d'une extrême gauche qui a fusionné avec un islamo-gauchisme aussi. Donc on se rappelle que lors de des dernières élections législatives, il a agité très 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 fort le drapeau du communautarisme dans sa circonscription, dans son département, la Seine-Saint-Denis, et d'une manière générale autour de LFI. Donc il y a un substrat idéologique très très fort chez Éric Coquerel.
Après, la démocratie, l'usage parlementaire veut que la majorité n'intervienne pas dans les élections. C'est comme ça. Christian Jacob l'a regretté amèrement, puisque si La République En Marche, enfin Renaissance, avait décidé de participer au scrutin, peut-être que Mme Louwagie aurait été... Qui était la candidate du LR, oui. Candidate du LR aurait été élue, mais en tous les cas, l'usage parlementaire depuis que l'instauration par Nicolas Sarkozy de la présidence de la Commission des finances offert à l'opposition et de ne pas participer pour la majorité. Donc c'était comme ça. Mais pourquoi ils n'ont pas participé? Enfin, c'est l'usage, c'est la tradition, mais pourquoi suivre la tradition? Je croyais qu'Emmanuel Macron était dans la transgression et dans le dépassement. Je crois qu'ils n'ont pas voulu, je crois qu'ils n'ont pas osé aller là-dedans. À un moment, c'est posé la question. Ah oui. Ça a été en discussion pendant très longtemps au sein de la majorité pour voir comment éviter, justement, parce qu'il semblait inéluctable de voir Éric Coquerel prendre la présidence de la commission. Donc, c'était l'une des solutions. Quasiment la seule, parce que à moins qu'il y ait eu un accord entre le RN et LR. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Pascal Perrineau, on peut comprendre que Renaissance n'ait pas voulu rentrer dans ce jeu-là, ou pas forcément, peut-être pour pas apparaître comme justement en rupture avec une jeune tradition. On est d'accord, Laetitia? Non, mais comme le dit Albert Zeynou, en effet, ils ont pensé à un autre scénario, mais ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé, afin de ne pas donner l'impression, en effet, d'être ceux qui affrontaient un groupe dont on sait qu'il va être turbulent. Dont on sait, il a été turbulent, mais maintenant il a la masse. Il était turbulent à 17. Voilà, à 17, donc là, ils vont être vraiment turbulents. Est-ce que la turbulence atteindra le cœur de la commission? C'est un peu tôt pour le dire. Mais on parle d'usage. Et c'est vrai que l'usage, c'est que la majorité n'intervienne pas. Mais il y avait un autre usage. C'est que le poste devait aller au groupe le plus important, donc de l'opposition. Donc au RN. Donc ça aurait dû être le RN. Voilà. Le RN. Et d'ailleurs, si on Marine Le Pen l'a bien dit aujourd'hui. Elle a raison. Il y a eu une colère du RN. Même Marc Fesneau. Mais bien sûr, Marc Fesneau l'a dit. Si on considère le texte, en effet, n'allait pas jusque-là, le règlement intérieur. Mais l'usage, si on croit que les pratiques politiques, ce sont deux choses, c'est le respect des textes et le respect de ce que les Anglais, au fond, appellent la coutume, c'est-à-dire l'usage. Si c'était le cas, ça devait aller au Rassemblement national. Donc, vous voyez, il y a une utilisation un peu deux poids, deux mesures. C'est un peu sélectif, la référence aux usages. Mais c'est surtout qu'on ne comprend pas ce que ça aurait déclenché si ils avaient participé au vote. S'ils décident de ne pas respecter, ils l'expliquent. Enfin, je ne pense pas que la révolution aurait eu lieu le lendemain. Non, mais très honnêtement. Non, mais encore une fois, on dit que ça passe un peu très très loin des radars des Français. Mais le risque de tripatouillage, en fait, c'est peut-être ça ce qu'ils voulaient éviter. En termes d'image, ils auraient pu apparaître comme ne voulant pas écouter la voix du peuple. Alors c'est vrai que d'un autre côté, ça aurait pu revenir au RN, mais la NUPES aurait probablement dit que voilà, c'était encore un arrangement, un marchepied à l'extrême droite, comme ils l'ont fait d'ailleurs du reste dans leur discours ces derniers temps. Et d'un point de vue, en termes d'image, ils auraient pu apparaître comme justement faisant le marchepied, ne respectant pas les institutions, essayant de faire un peu des manips. Et vu que les politiques ont quand même une très mauvaise image, vu que la majorité est quand même en situation un peu délicate, voilà, ça aurait pu être un peu mal perçu. Si vous permettez, je crois qu'il y a, encore une fois, on constate que dans la vie politique française, il y a deux poids, deux mesures. L'antifascisme mobilise plus que l'anti-extrémisme de gauche. Voilà, ça continue à marcher un peu comme ça. Et la candidature Coquerel qui trouve une issue, c'est ça. Parce qu'au fond, plusieurs ont préféré avoir donné cela, sans le désirer bien sûr, à un homme issu véritablement de l'extrême gauche, plutôt qu'un homme issu de l'extrême droite, du Rassemblement national, qui était d'ailleurs pas lui un vieux militant de l'extrême droite, c'est un jeune. Voilà, ça fait partie de la jeune génération du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, la culpabilité par rapport à ce que l'on perçoit comme étant le fascisme, ça fonctionne encore tout de même très bien. Moi, je trouve que c'est justement
un des points les plus intéressants de cette séquence électorale, c'est de redéfinir ce qu'est l'extrême gauche, redéfinir ce qu'est la France insoumise, redéfinir la position des partis de gouvernement de la majorité vis-à-vis de l'extrême droite, et que ce soit un débat public, un débat de société, pas uniquement les politiques qui ne le font pas. Vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron les met dans un même sac, mais ne qualifie ni l'un ni l'autre en disant ce n'est pas pareil, mais quand même. Et je crois qu'il serait sain pour tous, puisque maintenant ils sont représentés de façon massive à l'Assemblée nationale, d'en discuter calmement, parce que sinon on va créer calmement. C'est important dans votre intervention, calmement, parce que effectivement, Albert Zenoux, je suis pas sûr que on puisse avoir beaucoup de débats sereins à l'Assemblée avec deux blocs, alors moi je vais dire radicaux pour ne fâcher personne, aux deux extrémités, quoi. Je pense que ça va être compliqué, même si on sent que du côté du Rassemblement national et de Marine Le Pen, il y a une volonté de légitimation, d'institutionnalisation, et donc de vouloir jouer le jeu des institutions, de vouloir jouer le jeu parlementaire. On a bien vu qu'à partir du deuxième tour, pour l'élection de Yael Braun-Pivet, elle s'est retirée pour laisser, alors qu'il n'y avait pas de doute sur son élection. Donc, et on voit bien qu'ils essayent de jouer un rôle plutôt assagi, plutôt constructif entre guillemets, si le mot est à la mode, et essayer de montrer qu'ils peuvent être autre chose que des extrémistes qui viendraient attiser les violences à l'intérieur de l'hémicycle. Pour ce qui est de la NUPES, mais on va dire les LFI, puisque les socialistes, les communistes ont une habitude, une tradition parlementaire très ancienne. Pour LFI, la situation elle doit être différente. Ils ont une volonté de s'exprimer et de casser un peu le système. Donc on va voir comment vont-ils réagir tout au long de cette année, de ce mandat parlementaire. Je pense que c'est là où ça va plus tirer. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a tous un peu réinterprété les résultats du 19 juin, alors certains en disant c'est la fracture, c'est 3 France, les autres en disant les Français veulent que les partis politiques négocient comme si il y avait une forme d'intelligence collective. Moi je peux y croire d'ailleurs de temps en temps, l'intelligence collective. Mais alors maintenant on a des sondages pour dire, vous l'avez dit, ils sont satisfaits de cette Chambre. Ils veulent que les partis négocient. C'est quoi plutôt le retour? On leur demandait, face à cette composition de l'Assemblée nationale, on citait un peu le nombre de députés de chaque parti pour qu'ils aient, parce qu'il y en a plein quand même, ils ne savaient pas forcément. Ils nous disaient quand même, majoritairement, c'est une bonne chose. Ça va permettre aux gens de discuter, ça va renforcer le rôle du Parlement. Ils ne voulaient clairement pas que Emmanuel Macron ait un peu les pleins pouvoirs. Donc après, derrière, chacun il voit un peu midi à sa porte. Chacun se dit, ça va aller dans mon sens. Les sympathisants LFI sont ravis, ils se disent, va y avoir la gauche qui va être plus forte. Pareil pour les sympathisants du Rassemblement national. Pas sûr on arrive vraiment à des vraies discussions, mais en tout cas, la perception était plutôt positive. Alors, il n'y avait qu'un quart qui nous disait qu'il y avait un risque de paralysie. Alors, on va voir maintenant avec Jonathan Dupriez, qui doit être juste là, évidemment, derrière le rideau. Bonsoir Jonathan, bienvenue. On fait le point sur le calendrier parlementaire des prochaines semaines. Les élus qui voulaient prendre des vacances vont devoir attendre un peu. Ouais, c'est raté. Le calendrier s'est chargé, voire très très chargé, on peut le dire, Thomas. Après 4 mois de pause, les députés et les sénateurs, ils vont retrouver leurs hémicycles respectifs. Le décret de convocation du Parlement en session extraordinaire, il a été publié hier au journal officiel, et les assemblées, ce matin même, ont réuni leur conférence des présidents pour déterminer très précisément leur calendrier à venir. Donc là, vous allez le voir, l'un des temps forts, début juillet, ça va être en fait les 2 déclarations devant l'Assemblée nationale et du Sénat d'Elisabeth Borne. Ce sera le 6 juillet prochain au Palais Bourbon. Et pour le moment, on ne sait pas si la locataire de Matignon, elle va engager sa responsabilité ou non devant les députés. Et le soir, elle viendra au Sénat ensuite à 21h. Donc ce sera le même jour, le 6 juillet. Et il y a une série de textes importants qui vont être examinés ensuite. Oui, ça va commencer par un projet de loi contenant diverses mesures sur le Covid-19, encore des bonnes nouvelles sans doute, examiné en séance publique le 11 juillet à l'Assemblée, le 20 au Sénat, si logiquement tout avance à un rythme, on va dire, normal à l'Assemblée. Mais tous les amateurs de joutes politiques, ils vont probablement attendre le 18 juillet avec le projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat qui risque de ferrailler un peu. Il contient des mesures destinées à atténuer notamment le choc de l'inflation, notamment une hausse des prestations sociales, pourquoi pas aussi la prolongation du bouclier tarifaire des prix de l'énergie.
l'énergie, ou encore la revalorisation de 3,5% du salaire des fonctionnaires. Donc ça, il risque d'y avoir débat. Et donc, conséquence de ce texte sur le budget voté l'hiver dernier, en fait, il va y avoir un projet de loi de finances rectificative. Et ça, ce sera le 20 juillet à l'Assemblée nationale. Et ici, côté Sénat, est-ce que c'est un peu plus flou, je crois? Oui, c'est un peu plus flou, parce qu'hormis les questions d'actualité qui sont gravées dans le marbre, on peut le dire, il y a quelques textes européens aussi à transposer ici, ou des conventions internationales à ratifier. Mais en fait, le Sénat, il va être tributaire des échanges de l'Assemblée nationale pour récupérer les textes. Et donc, s'il y a gros blocage politique, ce qui pourrait arriver, les sénateurs, ils pourraient récupérer les textes très, très tardivement et voir leur session s'éterniser, pourquoi pas, jusqu'à la mi-août. Donc ça a fait sourire le président des centristes, Hervé Marseille, tout à l'heure. Officiellement, le calendrier s'arrête le 7 août. Mais sous réserve de la longueur des débats à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de groupes qu'on peut qualifier peut-être de turbulents qui peuvent allonger les débats et les délais. Donc la page est blanche, on attend de voir comment vont se comporter les uns et les autres et nous y sommes prêts. J'espère que c'est dans cet état d'esprit que nous pourrons travailler. Voilà, un peu de malice, vous l'entendez, mais un message constructif adressé aux députés. Oui, il voudrait bien pouvoir, et on les comprend, prendre quelques vacances. Merci Jonathan de tous ces détails. Moi, je voudrais qu'on s'arrête les uns et les autres sur cette date du mardi 5 juillet, date entourée de rouge dans l'agenda d'Elisabeth Borne. Cette pression-là, un peu majeure sur un seul discours. En préparant l'émission, ça m'a fait penser au meeting de Valérie Pécresse au Zénith à Paris. Un extrait. Cette épreuve a réveillé nos aspirations profondes. Celle d'une vie plus libre, plus douce, une vie plus proche des siens, plus proche de la nature. Ces attentes, ces désirs, il faut y répondre. Je veux porter un nouvel espoir, celui d'une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble. Voilà, mauvais souvenir évidemment pour Valérie Pécresse. Albert Zeynou, est-ce que Elisabeth Borne joue aussi gros mardi prochain, le 5 juillet, ou pas forcément? Elle joue gros, même très gros, peut-être pas aussi gros que pour Valérie Pécresse, puisqu'elle a été confortée d'une certaine manière. Donc le poids de la responsabilité s'est un peu atténué. Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance, donc elle sait qu'elle est là pour quelque temps, en tous les cas. Donc la pression est peut-être un peu moindre. Mais une chose est sûre, c'est que ce discours va être fondateur. Il s'agit d'aller trouver une nouvelle majorité, d'aller chercher auprès des groupes d'opposition des failles, des fêlures, des soutiens, des abstentions positives. Oui. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, il faudra que ce discours soit l'amorce de quelque chose, qu'elle arrive à donner envie. Alors, ce n'est pas une grande oratrice, on l'a tous constaté. Il s'agit que le fond, en tous les cas, soit là. La forme ne sera peut-être pas, mais bon, après tout, c'est pas non plus le rôle du Premier ministre d'être seulement un grand orateur, même si c'est capital, une chose. Vous le savez. Tout le monde l'attend en tournant, c'est capital. Donc il s'agit pour elle de surtout pas rater cet exercice qui est formel. Mais faut-il aussi, d'autant qu'on ne sait pas s'il y aura la question de confiance le vote de confiance sera réclamé ou pas. Évidemment. Alors je crois que j'ai dit mardi 5 juillet, c'est bien le 6. Si vous voulez le 5, il n'y aura personne. Donc c'est bien le 6 juillet. Ce serait le 5. Mais c'est pour ça, j'étais resté sur l'ancienne date. Merci, vous êtes vraiment sympa, Albert. Christelle Rabelais, c'est le bruit médiatique finalement autour de ce discours de politique générale qui viendra aux oreilles des Français. Assez peu vont le regarder, même il sera diffusé sur les chaînes parlementaires, mais c'est nos commentaires, c'est le bruit médiatique qui va jouer. C'est ce qui sera dit après, effectivement. Alors pour l'instant, moi je trouve qu'elle résiste pas trop mal, Elisabeth Borne. Dans notre dernière enquête, elle a 41% de bonne opinion. Alors évidemment, c'est beaucoup moins que le mois d'avant, on l'a testée pour la première fois, mais pour l'instant, elle n'est pas encore très identifiée.
du coup, elle prend un peu moins de coups. C'est quand même Emmanuel Macron qui concentre toutes les critiques. Et au moment des législatives, c'est quand même lui, sur lesquels les Français sont montrés les plus critiques. À voir si ça va durer. Jusqu'à présent, si on remonte un peu dans le temps, on a le précédent Premier ministre, Jean Castex, qui suivait un peu Emmanuel Macron en termes de popularité. On va voir, où elle se situe. Pour l'instant, c'est un petit peu mieux. Donc, à suivre. Pascal Perruneau, si on fait un peu d'histoire... Il y a des discours de politique générale comme ça qui ont un peu emporté, enflammé le Parlement. Oui. Bien sûr, moi, un de mes premiers souvenirs, c'était Jacques Chaban-Delmas, le discours sur la nouvelle société. Ça n'était pas un grand orateur de meeting, Jacques Chaban-Delmas, mais il avait fait un discours dans lequel le fond était tellement audacieux, d'ailleurs trop audacieux pour le président Pompidou, qui avait une dimension davantage conservatrice, que quelques mois plus tard, Georges Pompidou s'en est séparé. Oui, il y a de grands discours qui sont délivrés à l'occasion de déclarations de politique générale. Il s'agit d'abord de mobiliser sa majorité, et ça c'est très important tout de même, parce qu'ils ont une majorité relative, mais encore faut-il que la majorité relative se dise, voilà, on est pleinement représenté par cette nouvelle première ministre. Et puis ensuite, il faut en effet des signes d'ouverture, comme le disait Albert Zenou tout à l'heure, des signes d'ouverture. Regardez tout de même, il y a, je crois, 9 non-inscrits. Il y a un groupe qui s'est créé à la charnière, j'allais dire, de la gauche, pour l'instant unie, combien de temps ça va durer, et de la Macronie, qui est là, avec des UDI, des divers gauches, des divers droites. Il faut aussi qu'elle parle des ultramarins, extrêmement important. Il faudra, mais c'est presque une convention, mais il faudra que la France d'outre-mer, la France ultramarine, soit présente dans le discours de la Première ministre. Donc qu'elle tente non pas d'arriver à une impossible majorité absolue, mais quelque chose de plus confortable que la majorité relative un peu mince à laquelle dont elle est le chef pour l'instant. Enfin, le chef d'ordre 2. Enfin, le programme d'Emmanuel Macron. En 2017, parce que pour l'instant, on ne sait pas où il va. Pardon, Laetitia, vas-y. Non, je disais peut-être qu'on aura enfin le programme d'Emmanuel Macron, parce que pour l'instant, on ne sait pas où il va. Donc c'est ça aussi qui est attendu. Mais moi, je suis persuadé, et c'est pas la première fois que je le dis sur ce plateau, que Elisabeth Borne, elle a déjà fait la preuve de sa pugnacité dans d'autres circonstances, ou quand elle était ministre, dans d'autres circonstances quand elle était présidente de la RATP, ou quand elle était ministre, et elle peut vraiment nous surprendre dans les jours et les semaines qui viennent. Sans doute, d'autant que, contrairement à 2017, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant le discours de politique générale d'Édouard Philippe, le président de la République avait fait une intervention devant le Parlement. Il avait fait son discours de politique générale la veille ou l'avant-veille du discours d'Édouard Philippe. C'était une mauvaise manière faite au Premier ministre, puisque que dire après le président de la République 2 jours après son intervention devant le Parlement. Donc là, je pense que Elisabeth Borne n'aura pas ce poids supplémentaire de la concurrence présidentielle. Je voudrais qu'on vienne sur un autre élément évoqué par Jonathan Dupriez dans sa liste là, des textes importants à venir au Parlement sur le pouvoir d'achat, avec ce pavé dans la mare lancé par Michel-Édouard Leclerc aujourd'hui, qui dénonce les profiteurs de l'inflation. Ce qui m'intéresse, Pascal Perruneau, c'est qu'il demande une commission d'enquête parlementaire. Il y a là, alors c'est pas la première fois, mais on peut se dire qu'on est dans ce moment aussi où le Parlement reprend de la force dans notre histoire politique. Et c'est ça qui attire les Français et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, ils se disent au fond, tout ça, c'est pas mal. Parce qu'ils découvrent l'aspect contrepoids. Le jour où le contrepoids devient une force de blocage, là, ils apprécieront certainement beaucoup moins. Mais pour l'instant, en effet, les Français sentaient depuis des années, et même bien avant l'actuel président, que le système s'hyper-présidentialisait de manière excessive. Tout le monde, de gauche, de droite et d'ailleurs. Là, un coup d'arrêt a été donné. C'est vrai, un coup d'arrêt est donné et on voit que le lieu politique, regardez, toutes les émissions, tout ce dont on parle, etc., c'est ce qui se passe au Parlement. Mais c'est la première fois depuis extrêmement longtemps. Parce qu'Emmanuel Macron est parti depuis presque 8 jours aussi. Voilà. Mais bien sûr. Mais regardez, même pendant la campagne, comme il avait choisi cette fameuse stratégie du silence, il s'est auto-exclu avant de partir lui-même. Bon, mais il va revenir. Voilà. Mais en effet, on a un président qui, d'abord...
ne sait pas comment prendre cette affaire. Parce qu'au fond, lui, s'était moulé complètement dans l'hyper-présidence. Et comment fait-on avec une république qui est en train de se parlementariser, une 5e république qui se parlementarise? On savait très bien, dans la cohabitation, les 3 cohabitations que l'on a connues, comment on faisait avec une république parlementaire. On avait une lecture, comme on dit, primo-ministérielle. C'était le Premier ministre et la majorité au Parlement. Mais là, on est encore dans autre chose. On est dans une république dans laquelle le président a une majorité relative, mais c'est insuffisant. Et donc, le lieu du débat politique se déplace au Parlement. Que fait le président? Comment trouve-t-il sa place dans ce nouvel espace? Ça n'est pas simple, j'aimerais pas être à sa place, ça n'est pas simple, et c'est ce à quoi on assiste, mais c'est très intéressant parce que pour l'instant il y a un aspect laboratoire. On va le voir sur la loi sur la Covid et la résurgence de la Covid, ça c'est important, mais on le verra surtout sur la loi sur le pouvoir d'achat. Là on va voir véritablement si on va vers un contrepoids parlementaire ou si l'on va vers le blocage. Et évidemment, comme c'est l'attente principale des Français, les oppositions, alors le gouvernement évidemment, mais les oppositions seront également jugées sur leur souplesse ou leur capacité à participer au vote de cette loi. Oui, tout à fait. Et je vous rejoins totalement sur le fait qu'ils n'aiment pas le blocage. Et du reste, quand on faisait des enquêtes, parfois on disait l'exécutif est mal perçu, il y a beaucoup de critiques, mais il n'y avait pas tellement de personnes en face qui trouvaient grâce aux yeux des Français. Ils sont aussi très critiques à l'égard de l'opposition, ils sont très critiques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, dont la personnalité reste extrêmement clivante. Donc effectivement, les oppositions, elles ont aussi à jouer pour gagner en crédibilité, montrer que si elles ne sont pas d'accord, quelle alternative, comment elles se positionnent. Ça, c'est un vrai enjeu pour la France. Un dernier mot, et ensuite on parle remaniement. Oui, on va voir sur le pouvoir d'achat la capacité des oppositions à créer le mouvement et à proposer quelque chose. Le texte du gouvernement va être discuté, mais chaque groupe, chaque parti a des idées bien arrêtées. On sait que le Rassemblement national veut jouer sur la TVA, la majorité est plutôt sur des chèques à inflation, la droite veut que les comptes publics soient respectés et qu'on ne fasse pas exploser la dette. Donc chacun va vouloir peut-être voter ou pas, s'abstenir. Mais si en contrepartie, on obtient quelque chose, il va falloir que la majorité accepte aussi le rôle des oppositions, et donc de proposition des oppositions. Oui. Là, ça va être intéressant. Et c'est ce que disait le président du Sénat, Gérard Larcher. On a diffusé son intervention il y a 2 jours, je crois, dans cette émission, et disait... le gouvernement, l'exécutif doit apprendre à travailler différemment. Nous aussi, il y avait, voilà, et c'est vrai qu'on, je l'ai déjà dit ici, mais on a tous été quand même habitués, biberonnés à la majorité absolue à l'Assemblée. Il faut qu'on change un peu nos logiciels respectifs. Alors on va parler du remaniement maintenant, et d'abord du cas Damien Abad, une enquête ouverte après le dépôt d'une plainte venant d'une élue centriste contre le ministre des Solidarités pour des faits remontant à 2011. Question simple, Laetitia, est-ce que Damien Abad peut rester au gouvernement ? Pour le moment, les seules informations dont nous disposons, je pense que Albert confirmera, parviennent des coulisses du monde politique, et on comprend qu'Elisabeth Borne a bien envie de se séparer du ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, mais il n'y a pas de déclaration officielle. Alors, Elisabeth Borne et Damien Abad, ça ne marche pas. Thomas, déjà, elle a très mal pris que finalement son arrivée à Matignon soit parasitée par l'affaire Damien Abad. Elle l'a reçu, elle lui a demandé en tête-à-tête des réponses claires sur des questions directes, et elle n'était pas du tout satisfaite de ce rendez-vous. Et surtout, rappelez-vous, après, dans la foulée des révélations de Mediapart, elle avait dit face caméra lors d'un déplacement dans le Calvados qu'elle prendrait des décisions, qu'elle tirerait les conséquences si la justice se saisissait de l'affaire. Donc c'est pour ces raisons et dans ce contexte évidemment qu'hier l'opposition a une nouvelle fois fait entendre sa voix, certaines voix de l'opposition comme celle de Sandrine Rousseau, l'écologiste Sandrine Rousseau. Démission. Elisabeth Borne disait que si une enquête était ouverte, il sortirait du gouvernement. Une enquête est ouverte, il doit sortir du gouvernement, c'est tout. Il y avait la possibilité de le mettre à pied temporairement, ça n'a pas été fait, maintenant il faut le démissionner.
Alors vous le disiez, Laetitia, des voix se sont déjà élevées pour demander la démission de Damien Abad, sans succès. Emmanuel Macron, en tout cas pour l'instant, semble vouloir le maintenir. Oui, il l'a protégé au départ, mais maintenant il y a un remaniement, Thomas. Donc si on déplugue et on se sépare de Damien Abad, ça passera certainement plus inaperçu. Et encore une fois, si cela ne tenait qu'à Elisabeth Borne, il serait déjà sorti. Juste petite parenthèse dans cet édito pour vous dire qu'Elisabeth Borne a quand même de la personnalité, car elle a tenu tête à Emmanuel Macron. Elle voulait que Abad sorte. Emmanuel Macron a dit non, je le maintiens. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas faire de Damien Abad un précédent politique. C'est-à-dire qu'il veut ni céder à la pression médiatique, ni de l'opinion publique. Rappelez-vous, lors d'un déplacement, plusieurs d'ailleurs, le chef de l'État a été pris à partie en demandant, certains Français ont demandé la démission de Damien Abad. Il a tenu bon, mais quand même, il semblerait, et ça c'est vraiment le bruit, Albert, vous me direz si vous avez le même, qui est majeur là en ce moment, c'est que Matignon va se séparer de Damien Abad, et lui il le sait, et donc pour le moment il essaye de convaincre en fait ses pairs de son utilité. Son utilité, c'est qu'il a dirigé le groupe LR à l'Assemblée nationale, et que donc dans cette Assemblée disparate, il pourrait être utile. Pour l'instant, il préfère se défendre à l'abri des médias. Oui, il a réfléchi. Pour l'instant, il parle en off aux journalistes. Alors on lit ici ou là dans les journaux qu'il porte plainte, qu'il se défend, que lui-même dément toutes les accusations et qu'il est combatif. Et puis il a hésité. Finalement, il a dit non, je ne ferai pas de prise de parole médiatique. Peut-être qu'il en a parlé à Emmanuel Macron. Et il n'est pas proche d'Emmanuel Macron. Hein. Il ne fait pas du tout partie de ses proches. Il ne l'a pas vu en tête à tête. Et donc c'est certainement les derniers jours de Damien Abad. Selon Libération, je ne sais pas selon le Figaro, mais à nouveau gouvernement pour être annoncé dimanche ou lundi. Albert Zeynou, puisque Laetitia vous tend la perche plusieurs fois dans son papier, dans son édito, voilà, est-ce que, alors évidemment on ne va pas jouer au petit jeu des pronostics, il y a une affaire qui est potentiellement grave, encore une fois, présomption d'innocence, on va rester prudent, mais si on est simplement dans l'analyse politique, c'est vrai qu'il y a une fenêtre d'opportunité, on peut appeler ça comme ça, quoi. Oui, je pense que les jours de Damien Abad sont peut-être pas comptés, mais en tous les cas, ils risquent de l'être. Oui. D'autant que Damien Abad n'apporte plus n'est plus porteur de quelque chose pour le président de la République et pour Elisabeth Borne. C'était une prise de guerre au départ, puisque président du groupe LR, on vient le chercher et on veut casser à la fois la droite républicaine et, si possible, trouver des alliances avec d'autres députés. Aujourd'hui, son intérêt politique, et c'est très affaibli. C'est devenu plus un boulet qu'un atout. Oui, d'autant que, et parmi les députés LR qui restent, il n'est pas en odeur de sainteté, puisqu'il est accusé de trahison, de manque de fidélité. Bon, je vous passe les détails. Oui, et donc, effectivement, je pense que... mais là, seul le président et Elisabeth Borne le savent. Je pense qu'il a peu de chances d'être reconduit après le remaniement. Ouais. Christelle Craplet, l'impact de cette affaire sur l'opinion publique, vous l'avez évalué ? Non, on ne l'a pas vraiment évalué. C'est compliqué à évaluer, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Damien Abad aujourd'hui, on fait référence à l'affaire, que ce soit dans les médias. Et ça, en termes d'image, comme ce n'est pas quelqu'un de très connu, de très identifié, qui, aux yeux des Français, avait un poids très important... mine de rien, il y a quand même un peu une association. Ça devient un peu compliqué, je pense, de le garder. Et puis après, ce qui est compliqué aussi en termes d'image, c'est quand même que Emmanuel Macron a souvent été attaqué sur ses insuffisances, sur la grande cause de l'égalité homme-femme, de la prise en compte de tous ces sujets-là. Ça vient en rajouter encore pour montrer que peut-être, pour certains, il ne prendrait pas assez ce sujet à bras-le-corps. Ça devient un peu un handicap sans effectivement ce que vous disiez qui est à côté de gros atouts qui viennent le compenser. Au-delà du cas Abad, Pascal Perrineau, les enjeux de ce remaniement, finalement, bon, il n'y a pas d'accord de gouvernement, il n'y a pas de coalition. Alors là, ça aurait pu être, on l'aurait évalué au chausse-pied presque le gouvernement dans ce cas-là. Là, qu'est-ce qui peut se passer ? Un ou deux débauchages Oui, il peut y avoir un ou deux débauchages parce que, bon, peut-être pas, ça ne sera pas la prise de guerre qui était tout de même Damien Abad au début, mais on peut imaginer, il y a plusieurs LR Macron compatibles. Donc, pourquoi pas continuer dans cette tradition, on en connaît plusieurs. Bon, ça c'est la première chose, afin de montrer qu'il y a tout de même un pluralisme politique. Il ne faut pas que, dans une période où il va falloir négocier sans cesse, on ait l'impression d'un gouvernement qui se replie
entièrement sur la Macronie. Il faut que ce soit un gouvernement qui s'ouvre, un gouvernement d'ouverture, pas avec bien sûr un groupe d'opposition en tant que tel, mais un gouvernement d'ouverture dans les hommes et les femmes qu'il compose. Il faut aussi que ces ministres aient des capacités à négocier. On sait parfois, il y a des bons ministres, mais qui sont un peu raides du collier, qui savent pas négocier. Hein. C'est pas vraiment leur culture. Là, je crois qu'on aura intérêt à avoir des hommes et des femmes qui savent véritablement négocier sur les projets de loi, qui aillent voir les députés, comme le faisait d'ailleurs, quand il était ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était un homme extrêmement actif dans le Parlement pour essayer d'avoir des majorités plus larges que celles de son camp, qui était la gauche. Donc il faut ce type de tempérament, simplement ce type de tempérament est assez rare. Donc on va les compter peut-être au futur gouvernement. J'ouvre un dernier chapitre dans ce débat consacré à l'avenir du parti LR et à la succession de Christian Jacob. Il quitte la présidence comme prévu et il a un successeur en tête. Je vais arrêter là dans quelques jours. Ensuite, notre processus électoral fait que les élections auront lieu fin octobre ou début novembre. J'ai toujours considéré que Laurent Wauquiez avait toutes les qualités pour reprendre la présidence du parti. Maintenant, c'est un choix, d'abord un choix personnel pour lui. Est-ce qu'il est candidat ou pas? Ensuite, ce sera le choix de nos militants. Albert Zenou, qu'a dit en in ou en off Laurent Wauquiez? Il a déjà été président il a déjà été président. LR. Avec une sortie un peu bizarre. Hein. Enfin, on se rappelle qu'il avait été un peu obligé de démissionner après les élections européennes, qui avait vu le parti descendre avec François Bellamy en tête de liste à près de 8% des voix. Donc, ça avait été une contre-performance. Laurent Wauquiez, je pense qu'il a en tête de prendre le parti. Le problème, c'est le timing. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est juste avant les élections européennes? Après les élections européennes, 2024? La course à 2027 est d'ores et déjà lancée. Et tout est une question de timing. Vraisemblablement, ce sera lui le président le prochain, enfin le président des LR. Mais quand? Toute la question, c'est quand? Est-ce qu'il a vraiment envie de prendre tout de suite le parti? Pour y faire quoi? Pour relancer quoi? Enfin, il y a de vraies interrogations. D'autant qu'il est dans une position plutôt confortable. Il a été élu confortablement à la tête de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a un budget conséquent. Il fait des choses. Il a la capacité, la possibilité de montrer qu'il fait des choses et qu'il réussit des choses. Avec l'ensemble, une majorité beaucoup plus large que celle réduite au LR. Hein. Donc il travaille avec le MoDem, par exemple. Bon, donc il y a aussi cette volonté de montrer qu'il est ouvert à pas seulement à une partie de cet électorat de droite plutôt conservateur. Mais je pense qu'il a une envie. Après, c'est question d'opportunité et de timing. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a pas beaucoup entendu ces derniers mois. Et il est sorti du bois, par exemple, sur l'affaire du Burkini. De façon vraiment, pour le coup, raide, radicale. Voilà, il a dit ce qu'il en pensait. Il a même menacé de couper des financements à Éric Piolle, maire de Grenoble. Donc on comprend quand même le positionnement qu'il va adopter uniquement avec cette sortie. Je ne dis pas que ça peut faire toute une politique pour un groupe, mais bon, Laurent Wauquiez, on connaît sa couleur. C'est une grande figure qui reste à LR. On parle souvent du manque de banc, comme on dit au football. Hein. Donc les personnalités ne sont pas si nombreuses que ça. Et il en reste une principale, c'est Laurent Wauquiez. Il y a toujours la figure de François Baroin, mais on ne sait pas trop s'il veut revenir. Enfin, visiblement non, mais il y avait toujours. Mais il est celui qui incarne quelque chose, le chef. Et il a une ossature, une ossature idéologique, une colonne vertébrale. Il est de droite. Et aujourd'hui, pour les LR, c'est important d'être de droite et de respecter cette appartenance à cette famille-là politique, au gaullisme, à une forme d'autorité de l'État qui est parfois malmenée. Donc,
il reste cette figure un peu importante pour les LR, pour les militants. On va terminer là-dessus, Christelle Craplet. Effectivement, si ça reste dans l'opinion, il est bien identifié, Laurent Wauquiez, c'est une personnalité... Oui, il est quand même identifié, mais après, ce qui est important, c'est qu'il parle aux sympathisants LR, en fait. Et pour remporter une élection interne, c'est ce qu'il faut. Et puis, c'est les militants, mais après, plus largement, qui s'adressent aux gens qui nous disent encore aujourd'hui se sentir proches de LR et qui n'ont pas basculé vers, finalement, une sorte d'appréciation d'Emmanuel Macron. Et voilà, c'est à ce cœur de cible-là qu'il doit parler. Effectivement, il a on va dire, le substrat idéologique qui leur parle et qui peut potentiellement, du coup, faire effet. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.